Aujourd'hui, en 2015, l'Europe, c'est devenu désormais une zone du monde où on glorifie l'Allemagne hitlérienne. Il suffit de se rendre, par exemple, dans les pays baltes, où l'on voit des manifestations ultranationalistes à l'ONU. Les États-Unis refusent de condamner la glorification du nazisme et entraînent les pays de l'Union européenne dans l'abstention. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que chaque année, là c'est la dépêche de l'agence RIA Novosti de novembre 2012, mais j'aurais pu vous présenter celle de 2013 ou celle de 2014, c'est pareil. Chaque année, les Russes présentent à l'Assemblée générale des Nations unies une résolution condamnant la glorification du nazisme. L'Assemblée générale se déclare profondément préoccupée par la glorification du mouvement nazi et de ses anciens membres de la Waffen-SS, en particulier par l'édification de monuments commémoratifs et par l'organisation de manifestations publiques à la gloire du passé nazi, du mouvement nazi et du néonazisme. Parce que ça se passe où? Ça se passe en ce moment en Estonie, en Lettonie, avec l'appui des autorités gouvernementales. Ça se passe aussi d'ailleurs en Ukraine. Les Russes présentent ça à l'Assemblée générale des Nations unies, et les Russes présentent cette résolution en disant la délégation russe est persuadée que l'adoption par une très large majorité des pays membres de l'ONU de cette résolution constituera un apport de poids afin de venir à bout du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance. Résultat, cette résolution en 2012, mais le même scénario s'est passé en 2013 et en 2014, cette résolution a été adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Vous savez qu'il y a à peu près 180 États, il y en a 195 aux Nations unies, mais il y en a une quinzaine qui n'ont pas les moyens d'avoir une délégation permanente. Il y a à peu près 180 ou 160 États qui sont présents au moment du vote à l'Assemblée générale. Il y a eu en 2012 120 voix pour. Il y a eu 3 voix contre, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et les îles Marshall qui ont voté contre, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de condamner la glorification du nazisme. Et il y a eu 57 abstentions, dont la France et tous les États membres de l'Union européenne, par solidarité européenne avec l'Estonie et la Lettonie. La France est un pays, désormais, où à l'Assemblée générale des Nations unies, on est complètement isolé par rapport au reste du monde. En 2012, il y avait 120 pays qui ont voté pour. En 2013, il y en avait à peu près 132. En 2014, il y en avait à peu près 140. Tous les États d'Amérique du Sud, tous les États du monde, de l'Afrique, du Moyen-Orient, la plupart des États d'Asie, la Russie, bien entendu, tout le monde vote cette résolution. Ceux qui votent contre, c'est les États-Unis avec leurs obligés, Canada et îles Marshall, et ceux qui s'abstiennent, c'est les 28 pays de l'Union européenne, plus des satellites des États-Unis, comme par exemple le Costa Rica ou le Japon, ou ce genre de trucs. Voilà la réalité de la situation. En février 2014, Lady Catherine Ashton, haut représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour l'Union européenne, vice-présidente de la Commission européenne, se rend à Kiev pour soutenir les nouveaux dirigeants issus du coup d'État organisé par les États-Unis. Elle est issue ici. Ici, elle est reçue, la haut représentante. Elle aurait dû nous faire une Sarkozy, elle aurait dû nous mettre des talonnettes. La haut représentante de l'Union européenne est reçue avec, à gauche, le boxeur ukrainien Vitaly Klitschko, qui a des liens avérés, lui et son frère, avec la mafia ukrainienne, et à droite, avec Oleg Tyanibok, l'Ukrainien président du parti néo-nazi Svoboda, objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la Russie pour actes terroristes avec les séparatistes tchétchènes. Et puis, quelques jours après, le 21 février, toujours à Kiev, c'est Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, ici présent, qui s'entretient avec les mêmes, avec le néo-nazi Oleg Tyanibok, chef de Svoboda, et le mafieux Vitaly Klitschko. Tout ça parce que les États-Unis l'ont exigé. Oleg Tyanibok et son parti Svoboda tiennent des propos qui placent Madame Le Pen ou Monsieur Le Pen à l'extrême gauche. Le 21 mars 1914, à Tallinn, Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, vient soutenir le ministre néo-nazi Urmas Reinsalu, ministre estonien de la Défense, qui donne régulièrement et publiquement les Waffen-SS en modèle à ses compatriotes, qui se sont battus contre la Russie. C'est ça la construction européenne. Hein. C'est à ça qu'on est actuellement entraîné.
29 juillet 2013, célébration des Waffen-SS en Estonie. Été 2014, manifestation néo-nazie à Lvov en Ukraine. Par ailleurs, on y trouve dans tous ces pays ce genre de babioles qui sont d'ailleurs en vente sur Internet. C'est ça, hein, nos nouveaux amis en Ukraine, en Estonie, en Lettonie. Totem, eh bien, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Nous avons désormais des armées de plus en plus coupées des peuples, utilisées de façon agressive. Le drapeau de l'Union européenne désormais devient celui de la soldatesque. L'Eurocorps, qui est l'embryon d'armée européenne, a pris désormais cet emblème, avec l'Europe, dont on voit qu'elle se protège à l'Est, avec des étoiles d'or, avec un fond bleu. Je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France quant à la symbolique de ce genre de choses, et puis avec un grand glaive. Je me suis dit, en regardant ça, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. J'ai compris ce qui ne va pas. La première chose qui ne va pas, c'est qu'il n'y a rien de républicain là-dedans. Il n'y a pas de bleu, blanc, rouge. Il y a les étoiles d'or, symbole de souveraineté céleste, c'est-à-dire négation de la démocratie, négation du pouvoir populaire. Mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'autre qui ne va pas, et j'ai découvert. Ce qui ne va pas, c'est cette épée, c'est ce glaive, cette arme blanche. Ça nous renvoie à toute une symbolique. Et quelle symbolique? Enfin, je l'ai trouvé, la symbolique. La symbolique, c'est la symbolique de Lohengrin, de Parsifal, des opéras wagnériens, hein, de défense du soldat blanc nazi contre l'Union soviétique, contre l'ailleurs, contre l'extérieur. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'était des affiches pour un jour qui revenait régulièrement. Ça, c'était en 1936, une espèce de jour du paysan, hein, le Reichsbauerntag, le jour du paysan du Reich. Voilà, donc c'était une fête protégée. On protégeait la terre ancestrale des Aryens. C'est ça que ça veut dire. C'est tous les symboles médiévaux de Parsifal, de Lohengrin. C'est de ça qu'il s'agit en vérité. Cette photo a fait le tour du monde. Il s'agit du drapeau américain, mais il s'agit des forces de l'ISAF qui se rejoignent à la fois des forces américaines et des forces de l'Eurocorps, justement, des forces de l'Union européenne. Ça se passe en Afghanistan. Ces soldats se sont fait prendre en photo avec ceci. Cette photo a fait évidemment le tour du monde. Alors tout ceci mène à un phénomène, à des évolutions qui sont, à mon avis, extrêmement dramatiques. Je terminerai sur cette planche. C'était il y a quelques jours, c'était le 15 juin 2015, au moment de la crise grecque, le journal La Tribune a révélé un article du journal Die Welt, du journal allemand Die Welt, qui est quand même un des plus grands journaux, le plus grand journal d'Allemagne. Die Welt, c'est un peu l'équivalent du Monde, ça veut dire d'ailleurs Le Monde. Et dans le journal Die Welt, il y avait tout un éditorial pour fustiger la Grèce. Et qu'est-ce que disait ce journal Die Welt? Il disait, alors c'est pas Die Welt qui le dit, c'est un compte-rendu fait par La Tribune qui rapporte ce que dit le journal Die Welt. Pour Die Welt, voici l'erreur de l'Europe, la vraie, la victoire du philhellénisme, c'est-à-dire de l'amour de la Grèce, a renforcé encore des idéaux humanistes trompeurs. La représentation selon laquelle les Grecs modernes sont les descendants de Périclès ou Socrate et pas un mélange de Slaves, de Byzantins et d'Albanais a été pour l'Europe rédigée en credo. C'est pour cela qu'on a accepté les Grecs fauchés dans le bateau européen en 1980. On peut en admirer chaque jour les conséquences. Comme le dit à juste titre le journal français, Die Welt ne se contente pas de regretter la victoire de l'insurrection grecque qui a détruit le bel ordre du Congrès de Vienne, ça c'était auparavant. Die Welt estime que la composition ethnique de la Grèce moderne la disqualifiait pour l'entrée dans l'Union européenne. Pour les Allemands, ça c'est le journal de la classe dirigeante allemande, hein. En fait, le tort, c'est d'avoir fait entrer la Grèce, parce que la Grèce n'est pas peuplée par les descendants de Périclès, mais par un mélange de Slaves, de Byzantins et d'Albanais. Vous savez que Hitler n'a pas assassiné que des Juifs. Il a aussi assassiné des communistes, il a aussi assassiné des Slaves. Les Slaves, c'était les Untermenschen. C'est ça que nous dit en réalité Die Welt. Mine de rien, les grands fantômes sont en train de revenir. Comme le dit le journal La Tribune, qui pourtant n'est pas violent, hein. C'est une injure au peuple grec, bien conscient qu'il n'est pas le peuple dans l'Antiquité, mais qui tient à la fierté d'en être le descendant, même impur. Le terme byzantin utilisé dans le mélange de Die Welt est assez ambigu. Aucun peuple n'est le pur descendant des peuples antiques.
Est-ce que les Français sont les descendants des Gaulois? Non. Un peu, peut-être qu'un petit peu, mais avec tellement d'autres apports. Et néanmoins, nous avons des liens avec la Gaule. Ben, c'est pareil pour les Grecs. D'ailleurs, les Allemands aussi sont le produit d'un mélange. Hein? Et comme le dit le journal, étrange vision de l'Europe qui est celle qui lie un problème financier à une pureté raciale. Les Grecs ne sont pas les descendants en ligne directe de Platon, et c'est pour cela qu'on les a acceptés à tort dans l'Europe, mais avec de tels procédés, qui serait européen? Qui mériterait de rentrer dans l'Europe de Die Welt? En fait, on retrouve l'idée d'une famille européenne. Ah, il y aurait des bâtards, il y aurait en fait des gens qui seraient pas dignes. En réalité, Die Welt reprend une vieille idée allemande développée par le tyrolien Jacob Philipp Fallmerayeur, qui a développé dans la première partie du XIXe siècle, au temps du bel ordre européen, la théorie que les anciens Grecs avaient été chassés d'Europe et que les Grecs modernes n'étaient que des Slaves, ce qui était pour lui une malédiction. Pas la moindre goutte de sang grec non dilué ne coule dans les veines de la population chrétienne d'aujourd'hui en Grèce, écrivait-il. Fallmerayeur était alors la coqueluche des conservateurs allemands qui ne comprenaient guère ce petit peuple turbulent qui ne voulait pas de son roi bavarois. La monarchie grecque, c'était effectivement un venu d'Allemagne et qui a fini par le chasser. Die Welt remet cette théorie racialiste au goût du jour. Alors quand j'ai vu ça, moi je suis tombé de ma chaise, parce que dire que c'est une théorie racialiste, c'est justement ce que l'UPR dit depuis le début. Ça fait 8 ans que nous disons que la construction européenne n'est pas une idée sympathique, c'est en fait, si vous y réfléchissez bien, une théorie racialiste. Et quand j'ai vu cette idée dans le journal La Tribune, que Die Welt remet cette théorie racialiste au goût du jour, que Die Welt utilise le terme décadent de byzantin plutôt que celui de grec, quand je vois que le journal La Tribune se dit « S'il est une preuve de l'échec cuisant de la gestion de la crise aujourd'hui en Europe, c'est bien de pouvoir lire à nouveau de tels textes, car un peu partout dans la belle ambiance de tolérance et d'humanisme qui caractérise notre époque, apparaît la haine du grec comme si le grec était le seul peuple que l'on pouvait détester sans crainte. Quand je lis ceci, quand je lis que désormais dans la presse française, même la presse mainstream, la presse européiste comme La Tribune, qui désormais est obligée, lorsqu'on met le nez sur les événements et sur les faits, est obligée de constater que les Allemands n'ont pas la même vision que nous de la construction européenne et qu'en fait c'est une théorie racialiste au goût du jour, quand je constate ceci, eh bien je suis obligé d'en tirer la conclusion et que désormais, en effet, nous allons peut-être vers un quatrième Reich, comme le disait Il Giornale, Quarto Reich, hein, Arbeit macht frei, disait Democratia. On voit, et cette conférence vous l'a montré, que nous sommes en train de faire revenir les fantômes du passé avec cette construction européenne. En réalité, la prétendue construction européenne est en train de virer au cauchemar. C'est que nous vous disons depuis 8 ans, il est grand temps d'en tirer la conclusion, de se rassembler tous ensemble pour en sortir. Je vous remercie de votre attention. Relève-toi, ma France héroïque, car pour t'aider, je m'avance à grands pas. Secours enfin ton sommeil léthargique, et sois-en sûr, tu ne périras pas.